Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadre sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Salut vous autres, bienvenue dans votre émission Grosse Semaine qui va finir avec une grosse fin de semaine en plus. Kate Nadeau-Mercier, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ça va super bien, super bien. On a une bonne émission en main, hein? Chasse aux coyotes avec Écotonne, ça Oui. c'est en studio. Oui. Yes, couteau de chasse .USA, une belle nouveauté. On parle du rassemblement du 28 février. On va se faire une petite discussion là-dessus tantôt ensemble. Ah oui, quand T'as tu du me temps, regardes oui? de même, une petite discussion. On oui. va en parler. OK, On va en c'est parler, beau, moi tu t'écouter. comprends? Ouais, c'est beau. Cadex, beaucoup de questions. On ramène les armes de chasse Cadex en studio. Une nouvelle invention d'un chum que vous connaissez, Raoul Brideau. Je vous donne pas le nom tout de suite. Vous allez voir tantôt. C'est grand dévoilement aujourd'hui. Vous allez le revoir au Salon de Québec, mais on vous le montre à soir en exclusivité. Vignon, on vous présente un vin rétro Crianza Bodega Atlanza un petit peu plus tard dans l'émission. Ça fait une bonne émission déjà, hein? Déjà, c'est quand même assez chargé, je te Yes. dirais. Là, en plus, on a les chiffres du ministère qui sont sortis. Oui, les chiffres du ministère qui sont disponibles maintenant depuis déjà une semaine ou deux. Ça vaut la peine quand même d'aller voir parce que les statistiques de récolte sont quand même intéressantes à analyser. Je vous dirais, si vous voulez aller les voir et les consulter facilement, ils sont divisés par les différentes espèces, donc cerf de Virginie, ours, dindon et vice-versa. Donc, ça nous permet de voir un peu comment se porte aussi notre cheptel puis notre population. Donc, vous pouvez vous rendre directement sur le Facebook du MEL CCFP, chasse et pêche. Vous allez toutes les trouver, sont toutes là. Légère augmentation dans le chevreuil, dans l'orignal. Une belle saison, somme toute. Là. Oui. Mais allez voir, les chiffres sont quand même assez bien décortiqués. Ça permet de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe avec les permis de double abattage. Est-ce que vraiment il y a des gros résultats dans le double abattage? Souvent, c'est réconfortant même de voir les chiffres qui sont pas si astronomiques que ça dans le deuxième chevreuil. Effectivement. Faut prendre la peine de les lire. Collection, gilet collection ACP, mes armes ne sont pas à vendre, enfin disponibles. Oui, écoute, tout le monde nous les a demandés. Et là, on s'est fait demander aussi, est-ce que vous allez en avoir également au Salon de Québec? Parce que, bien entendu, on les a créés volontairement pour le rassemblement du 28. On nous demande de les prolonger. C'est beau, c'est fait. On va les conserver dans la boutique. Donc, www.acp-boutique.com. Vous allez retrouver le tout. Ou encore, si vous le cherchez, vous allez trouver le raccourci directement dans le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Donc, les gilets sont disponibles de X-Small jusqu'à 3XL et également dans le hoodie. Donc, si vous êtes un peu plus frileux et que vous voulez avoir le coton ouaté, ils sont disponibles également. Une belle grosse inscription en avant, telle que demandée par la clientèle. Mes armes ne sont pas à vendre. À l'endos, quelque chose qui veut dire déposséder les citoyens, égale motiver le marché noir. Quel génie! Alors ça, c'est les gilets qu'on vous a conçus pour vous exprimer sur tout ce qui se passe dans le dossier des armes à feu. Ne reste qu'à y aller, disponible en T-shirt et en hoodie. Hein? Oui, exactement. T-shirt et hoodie, vous pouvez les commander tout au long de la semaine encore. Là, malheureusement, pour, évidemment, l'événement du 28 qui est trop tard, ça n'arrivera pas en temps, mais c'est apporté à la longueur d'année avec fierté, surtout le temps du salon. Là. Mais je me porte volontaire. Si vous faites des commandes de dernière minute, par exemple ce soir, et qu'on a le temps de les imprimer pour vendredi, je vais les amener directement là-bas au rassemblement et je vous les remettrai en main propre. C'est tout mélange chenoute, là. Ah oui, je sais. Correct. Concours ACP, page Filles de bois. Bon, concours ACP tout d'abord. Vous savez, il y a un grand concours Noréa qui est en vigueur présentement sur la page Facebook d'Aventure Chasse-Pêche. Courez la chance de gagner un des deux canaux, parce que vous en avez un à l'effigie d'ACP et aux couleurs d'ACP qui est rouge et l'autre qui est turquoise aux couleurs de Filles de bois. On va faire le tirage au Salon plein air chasse-pêche et camping de Québec. On fait tirer des canaux, rien de moins. Là. On fait tirer des canaux, rien de moins. Mais il faut aller participer et assurez-vous, quand on fait des concours, s'il vous plaît, de bien respecter l'ensemble des consignes. Certaines personnes vont simplement aller écrire « fait » en dessous de la publication, mais on va vérifier si vous avez mis « like » sur la page de la compagnie avant de faire des gagnants.
Parlant de page Filles de bois, mais vous avez déjà une page Facebook Filles de bois? On a une page, mais en fait, c'est pas vrai. On a un groupe Facebook, parce qu'il faut le dire, la communauté de Filles de bois a son groupe Facebook, où est-ce qu'on est plus de 33 800 maintenant. Le chiffre n'arrête pas de monter à chaque fois que je le dis. C'est énorme. Et on a également créé une page qui est vraiment dédiée aux filles, www.aventurechassepêche.ca/filles de bois. Vous allez avoir là-dessus les dates des retraites, les événements, des articles de blog, des vidéos exclusives qui sont uniquement pour vous, les filles, et également l'ensemble des différentes activités auxquelles vous pouvez participer au cours des prochaines semaines. Très nice, très nice. Puis des retraites, on s'en fait demander après les 2 gros événements de l'année passée. Oui. Les émissions qui viennent de passer. Ah, je vais y aller. OK. Allez sur la page Filles de bois, vous allez tout voir qu'est-ce qui va se passer. Et on se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, je me trompe pas, on y va directement avec le panneau. Il y a de la magie qui opère en studio ici. On dit, je me pose la question, il y a un panneau qui apparaît. Chasse aux coyotes et coton de l'autre bord de la pause. Restez là. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Le printemps s'en vient, mais on n'est pas encore rendu à être sur des lacs pour pouvoir pêcher, puis on cherche quoi faire tout le temps. Pourquoi pas faire de la chasse aux coyotes? Mais pour en parler, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Phil des Cotons. Comment ça va, toi? Ça va très bien, Kate. Hey, je suis contente que tu sois venu nous voir en studio pour nous jaser de ça. Oui. Toi, es-tu un amateur de chasse aux coyotes? J'adore la chasse aux coyotes. Par contre, je suis pas celui qui va prendre beaucoup de temps pour y aller. Les dernières années, j'essaie toujours d'y aller au moins une fois par année. Tu sais, question de faire un petit peu de déprédation sur nos territoires de chasse. Oui. Puis en même temps, en tant que chasseur, souvent, tu sais, les mois hivernaux, c'est des mois que... Bon, c'est quoi qu'on fait, là? Oui, on cherche Des quoi fois, faire. pour rester actif, ben, je trouve que c'est une super belle activité. Puis la chasse aux coyotes, ben, tu sais, c'est pas des longues heures d'attente. Fait que, tu sais, c'est quand même le fun. C'est une chasse qui est le fun à faire, là. Qui est plaisante, là, vraiment, en mode absolument. hivernal. Ouais. Mais là, justement, je veux que tu en parles parce qu'il y a tellement de gens qui nous posent des questions, puis je sais que toi aussi, ça t'arrive. Comment on fait ça? Comment on commence ça? D'abord, il faut se trouver un territoire. Comment on fait ça? Bien, moi, de la manière que je fonctionne, c'est que souvent, là, tu sais, durant ta saison de chasse au chevreuil, par exemple, parce qu'on va se le dire, la chasse aux coyotes, on va souvent chasser ça dans des mêmes secteurs, style agricole, où on va chasser le chevreuil. Bien, sur mes caméras de surveillance, l'automne, on vient souvent trouver des places où il y a plus de coyotes. Oui. Donc, déjà là, je sais que, bon, OK, à tel secteur, je vais mettre plus de temps où ça vaudrait la peine. Après ma chasse au chevreuil, eh bien là, c'est là que je vais vraiment voir les propriétaires des terres, demander des permissions. Oui. Souvent, les agriculteurs, c'est pas une chasse qui va les déranger parce qu'au contraire, on vient faire de la déprédation. Exact. Fait que après ça, une fois que j'ai mes permissions, souvent, j'aime attendre la neige parce que la neige va me permettre de voir, OK, est-ce que le coyote, il est là dans les jours actuel, dans les jours, aujourd'hui. S'il était là hier, souvent, il va être dans la même talle de bois ou proche. Puis c'est une chasse qui se fait, je vais appeler, rapidement, dans le sens que, OK, il y a des traces, on va s'installer. Bien, premièrement, ça prend un appelant visuel. Moi, j'aime toujours travailler avec un appelant visuel. J'en ai pas amené aujourd'hui, malheureusement, mais un petit visuel, là, tu sais, toutes les grandes compagnies en font. Oui. C'est vraiment, ça fait penser... une baguette avec une motte de poêle sur le dessus. Là. Ça s'agite un peu, ça Absolument. attire l'œil de ce prédateur-là. Ça attire l'œil, puis ça vient justement amener, je peux dire, sa concentration, sa visibilité ailleurs de sur nous directement les chasseurs. Donc, une fois qu'on a installé ça, je viens utiliser un appôt. Oui. On peut y aller avec des appos électroniques. Oui. Que ça, c'est le fun parce que tu n'as pas besoin de souffler tes poumonnets. Cependant, j'aime toujours amener au moins un appôt à bouche on vient souffler dedans. Comme celui-là? Oui. Tu sais, ça, c'est un Mick Lacey, c'est des super bons petits câbles. Pourquoi que j'emmène souvent un à bouche en plus de mon câble électronique? C'est pour les différents sons qu'on va amener. Souvent, le câble électronique, c'est lui que, tu sais, il va faire des câbles à longue portée, Puis à répétition. ouais. Versus ça, je vais amener des tonalités différentes pour amener encore plus de réalisme à ma présentation. Oui.
Ben, c'est pratique, puis il faut y penser parce que, étant un prédateur, il est rapidement à l'affût s'il y a quelque chose. Fait que ça, il faut y penser, puis il faut changer nos calls. Parce que ça, effectivement, c'est la répétition, puis même que je te dirais que pour le chasseur, ça peut même devenir un peu étourdissant des fois. Absolument. Tu sais, il faut se le dire, le coyote, c'est un animal qui est très intelligent. Donc, souvent, on va le chasser dans des aires qui sont vraiment ouvertes. On va le voir arriver à longue distance, au-dessus de 200, 300, 400 mètres. Donc, le visuel est très important, le son aussi, mais il faut toujours penser au vent. Le vent, c'est ta priorité à la chasse au coyote. Vraiment. Absolument. Ça, c'est super important. Puis en matière d'habillement, puisque là, on parle d'une chasse qui est en mode hivernal, il faut-tu se camoufler? Comment tu suggérais aux gens de commencer? Bien, en fait, la manière que je fonctionne au niveau du camouflage, c'est que je vais toujours probablement regarder l'environnement autour où ce que je vais m'asseoir pour faire ma session de chasse. Souvent, on va être dans des zones ou dans des branches. Fait que j'essaie d'avoir de base un camo qui est quand même pâle, qui va quand même se confondre au travers des branches et des broussailles. Souvent, un camo qui est pâle, qui va justement s'adapter quand même facilement à la neige, des fois le foin, parce qu'on chasse souvent au niveau du sol. Donc, ça prend un camouflage qui est de préférence pâle et des bonnes couches. Parce que l'hiver, des fois, c'est pas chaud. Non, quand le vent se lève, c'est pas toujours le fun. Puis en matière d'armes à feu, qu'est-ce que tu utilises, toi, de ton côté? Un arme à feu, bien, moi, ce que je vais préconiser souvent, c'est des petits calibres. Je vais penser, entre autres, à du 6,5 Creedmoor. Je vais penser à du 2,43. Je pense aussi également le 22-250. Des petits calibres qui font que tu vas avoir une très bonne portée à longue distance, des faibles courbes de trajectoire. C'est vraiment à préconiser parce que le coyote, on peut effectuer un tir autant à courte distance, mais souvent à longue distance. Très souvent à longue distance. Donc, de là, l'importance de connaître vraiment son arme, la balistique, la drop, c'est quoi la drop que je dois évaluer à la distance? Connaître sa distance, un télémètre, c'est vraiment de quoi d'important à avoir, ou au minimum avoir évalué ses distances au préalable. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qui est important pour l'arme. Oui, l'arme, c'est important pour ça, mais il y a aussi votre télescope, votre lunette de visée. Moi, j'allais embarquer là-dessus parce que trop souvent, on la néglige, puis on fait, je mets un scope, là, juste pour dire, je fais ça une fois de temps en temps. Vous êtes mieux, des fois, même à la limite, de transférer une bonne lunette de visée que vous avez sur une autre carabine pour avoir une meilleure perspective. Parce que si votre gibier est loin puis vous allez essayer d'aller chercher un certain zoom, vous allez avoir de la misère. Absolument. Puis c'est là que je m'en venais. Tu sais, les fameux 3 à 9 qu'on est habitué d'utiliser, par exemple, à la chasse au gros gibier, eh bien, quoi que ça peut faire, c'est pas ce que je vais conseiller pour une carabine adaptée pour ça. C'est vrai. Je vais vraiment privilégier des grossissements, des plages de grossissement allant au minimum de 4 à 16, 6 à 18, pour vraiment aller à de longues distances. Un coyote, c'est pas gros là, quand c'est à 400 verges. Là. Non, puis c'est pas toujours évident, justement, parce que ça bouge tout le temps, c'est toujours en mouvement. C'est un prédateur, faut pas l'oublier. Il y a une tonne d'appos, il y a aussi des leurres olfactifs qui existent, qu'on peut utiliser. Des leurres olfactifs, on peut penser, entre autres, tout ce qui est les urines de coyote dans le temps des chaleurs. Le mois de février-mars, c'est la période de chaleur, donc c'est là qu'on va vraiment utiliser ce type de leurre-là pour la chasse aux coyotes. Ah oui, la saison des amours, honnêtement, là, ça vaut la peine de l'exploiter. Au mois de mars, là, je vous le dis, ils répondent sur un moyen temps. Ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Phil, si on veut trouver tous ces beaux produits, puis en plus des conseils aussi parfaits que ce que tu viens de faire là, on fait quoi? Bien, c'est chez Coton que ça se passe. Puis en plus, écoute, ils ont une super belle circulaire. C'est simple, abonnez-vous à l'infolette. En même temps, vous allez avoir tous les rabais circulaires. Absolument. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, moi, à ta place, je le ferai. Ah oui, hein? OK, c'est beau, c'est correct. Merci, Phil. On va se revoir très bientôt. Restez là, juste après la pause, on va parler des couteaux de chasse DOTS. Restez là, vous allez voir. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Dans la vie, c'est important d'avoir le bon couteau pour la bonne utilité ou encore d'avoir un couteau de tous les jours, mais qui fait vraiment le travail, pas avoir quelque chose qui risque de nous couper ou créer d'autres problématiques. Puis toi, ben, t'es un fan de couteaux. Fait que tu nous arrives encore avec une belle nouveauté cette année. Oui, DOTS USA. Quelle belle façon de ne pas finir à l'urgence pour avoir essayé d'enlever la queue d'une fraise. Ils sont déjà assez engorgés de même. De toute façon, on n'a pas besoin d'y aller. Le pire accident qui peut arriver, ou du moins la pire chance d'accident, c'est avec des couteaux qui sont
sont soit mal affûtés Oui. ou qui ont des aciers qui sont tellement mous que ça va s'user dans le temps de le dire. Puis là, tu arrives pour éviscérer ton chevreuil dans le bois ou encore faire une tâche, une corde ou ne serait-ce que couper une queue de fraise, ça passe douette, puis... Oui, c'est ça, tu coupes le là, doigt. on puis- est loin, puis ça pisse le sang, puis c'est pas beau. Puis Non. des couteaux de qualité, c'est pas à négliger. La durabilité de ton acier non plus, c'est pas à négliger parce que c'est bien beau ce soir aiguiser ton couteau à 19,99. Puis là, les couteaux à 19,99 sont là pour quelque chose. Il n'y a pas de mauvais produits, il y a Non. juste des produits mal adaptés à la tâche. Quand je pars longtemps dans le bois, je vais avoir quelque chose qui va durer parce que, par exemple, je suis en camping et je fais de la chasse, je vais être capable de faire une tranchée à l'entour de la tente avec mon couteau, s'il se met à mouiller puis ça rentre dans la tente, puis être capable d'éviscérer un chevreuil avec le lendemain ou de couper de la corde avec le lendemain sans me blesser. Pour ça, ça me prend des bons aciers. Puis on reste encore avec les aciers au carbone, là. Bien, carbone, forte densité même, mais des aciers qui sont bien pensés pour pas que ça rouille non plus dans le temps de le dire, parce que les aciers carbonés vont plaquer beaucoup plus facilement. Puis Oui. on n'aime pas ça, des couteaux qui plaquent. Non, c'est tannant. Dot USA ont pensé à ça, ont fait 2 grandes séries. La série Sapphire, d'abord, c'est un fabricant américain. La série Sapphire et la série Diafire, les deux avec une garantie à vie limitée. En plus. Donc, des couteaux garantis à vie. Dans un premier temps, de voir un couteau arriver dans un beau petit case comme ça, avec tout le nécessaire pour le démonter, parce que ce sont des couteaux qu'on peut vraiment ouvrir pour le nettoyer de fond en comble et le remonter par après. Et je vous encourage à aller, surtout quand c'est des couteaux qui sont pliables comme ça, à aller vers des couteaux que vous êtes capable de démonter, parce qu'oubliez pas que vous coupez de la bouffe avec ça. Que vous soyez en camping, vous éviscériez un chevreuil, c'est important de pouvoir le désinfecter adéquatement. Puis il y a tellement de petits raccoins là-dedans que si vous ne pouvez pas le démonter complètement, puis c'est pas facile de le nettoyer complètement. C'est plaisant aussi de pouvoir regraisser les différentes petites parties qui sont mécaniques dedans. Encore là, ça prend des bons aciers et des bons plastiques parce que si on s'en va vers le petit couteau à 19,99, tu vas mettre un lubrifiant pour ta lame, il va faire gonfler le plastique ou faire Exact. craquer ou affecter la qualité de ton plastique. Là, c'est pas le cas. Que tu sois dans la série Sapphire, un peu plus abordable, OK. on est là dans des aciers qui sont un petit peu plus connus de l'industrie, c'est-à-dire qu'on a toujours eu sur les tablettes qui sont très, très, très abordables. Je vois du CR14 ici, il y a du Oui. CR18 aussi. Des manches en FRN, c'est des manches en composite. Quelques manches en G10 aussi. Si on monte dans la série Diafire, là, on part d'un saphir à un diamant. Donc, On est monte d'une coche. une coche de plus, nécessairement. Dans ton cas, tu as choisi le Hercule, qui est un très, très bon exemple. Un beau format de couteau, manche en G10. Donc, au départ, on a un très, très, très bon manche qui va facilement se nettoyer, facilement se désinfecter. K110 au niveau de l'acier, un peu plus traditionnel, je dirais, que celui que moi j'ai choisi, mais facile d'entretien. C'est un couteau qui va garder son tranchant très, très, très facilement. C'est une lame qui a une belle dureté, mais pas une dureté qui est trop grande pour rendre difficile l'affûtage de la lame. Exact. Et ça, c'est des fois là où est-ce que ça tue un peu. On veut des aciers qui sont excessivement durs. Puis là, l'utilisateur commun arrive pour aiguiser ça, puis hein, Ça fonctionne pas. Pas capable. Puis il y a aussi le choix de prise en main. Je veux que tu le reprennes juste pour qu'on montre, parce que moi, une des raisons pour laquelle je l'ai choisi, c'est que souvent, dans les utilités comme ça, parce que c'est un couteau qui est EDC, donc on peut traîner un peu partout, qu'on peut garder sur soi, qu'on peut carrément accrocher sur notre poche. Mais la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que la prise en main est relativement grande, Oui. ce qui fait que peu importe l'utilité, si j'ai besoin d'une bonne prise pour pouvoir travailler, tantôt tu parlais de trancher au sol, ou encore si j'ai besoin de, je sais pas moi, couper une branche, couper une corde ou quoi que ce soit, il n'y a rien de pire que d'avoir un petit manche puis d'avoir de la difficulté à travailler Oui, avec, tandis oui. que dans cette optique-là, on est en mesure de le faire. Et je tiens à spécifier, parce que souvent, on entend le mot EDC, les gens ne savent pas, c'est un anglicisme en fait, parce que c'est Everyday Everyday Carry. Carry. Donc, on peut carrément l'accrocher facilement sur le côté de notre poche. Donc, on n'a pas besoin d'avoir d'étui pour le traîner. L'épaisseur de la lame, c'est un des points que je regarde quand je veux du outdoor, quand je veux un couteau de tous les jours, mais pour aller en forêt. Je vais avoir une bonne épaisseur de lame parce que les tâches que je vais lui demander pourraient facilement casser une lame qui serait soit dans un acier qui est faible de sa composition ou encore qui ne serait pas suffisamment épais. Donc, on a des bonnes lames. Système de verrou à l'arrière pour le tien ici sur le Hercule. Donc, Oui, on fait juste différent retrancher un peu. comme ça. Et clouc, c'est serré. Dans mon cas, à moi, Oui, le toi, tu grébé... es allé avec autre chose, là, hein? Ben, tu vois, tout au départ, je l'ai sorti de ma poche parce que c'est vraiment mon EDC à moi, donc mon Everyday Carry à moi. Le grébé, il se caractérise au départ par un manche qui est en titanium. CPM, je regarde mes notes en même temps parce que c'est un acier qui est plus récent. CPM 3V au niveau de la lame, donc complètement différent. On est dans des nouvelles technologies. Tu remarques que le format de ma lame Oui. est très différent du tien. Oui, je peux l'ouvrir si Tu tu veux. as une lame beaucoup plus pointue. Moi, j'ai un drop point. Un drop point, j'aime mieux ça, moi, que le pointu comme ça, parce que si je fais une éviscération, par exemple, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec le bout de ma lame.
Les drop points, moi, je les vois comme dangereuses pour percer la panse Donc, une en trop. pointe qui est plus recourbée quelque peu, Oui. donc qui va protéger vraiment la pointe de ta lame. Donc, tu n'arriveras Exactement. pas à ouvrir la panse. Tu sais, la différence n'est pas tant épouvantable que ça, mais moi, ça me plaît. Puis vous allez apprendre à travailler avec des formats de lames que vous aimez. Ce qui est le fun chez Dots USA, c'est qu'il y a vraiment tout un amalgame de formats de lames. Donc, très, très, très intéressant. On est dans 2 aciers qui sont complètement différents. Toi, tu es dans un acier K110 qui est très, très, très traditionnel. Ça se travaille encore énormément dans le marché. CPM, regarde, je regarde encore 3V tellement que c'est nouveau. Évidemment, j'ai une petite texture dessus que j'aime bien gros, moi aussi. Bonne prise en main aussi. Très, très bonne prise en main au niveau du handle. Juste la bonne grosseur pour moi. Au niveau de la J'aime poignée. ne pas avoir un trop gros manche pour être capable d'aller me débrouiller à peu près n'importe où quand je suis en train de faire des viscérations. Et moi, je vais souvent tenir un couteau de cette façon-là aussi, quand on est en éviscération. Donc, le couteau repose dans la paume de ma main, puis je vais me servir vraiment de mon index pour jouer gauche-droite comme ça, pour aller chercher, et souvent le bout de mon doigt, et c'est là où est-ce que j'aime pas avoir une pointe aussi pointue que la tienne, aussi droite que la tienne, mais plus en drop point comme moi. Ça va me servir à aller sentir, par exemple, le diaphragme, pour aller couper le diaphragme sans passer au travers des filets mignons. Donc, je vais choisir un format de lame comme ça que moi, j'aime énormément. Fait que, évidemment, dans la série Diafire, comme on a nous autres entre les mains, c'est pas des couteaux à 19,99. Attendez-vous à payer pour ces couteaux-là. C'est des couteaux qui sont quand même relativement chers comparés aux petits couteaux là, qu'il y a dans les allées dans nos magasins. C'est plus des couteaux qui vont se retrouver sous les vitrines. Là. Mais vous faites là, un investissement qui va durer très, très, très longtemps. Dots USA a vraiment mis une gamme de couteaux qui est complète, entièrement démontable. On pourrait mettre ça au lave-vaisselle carrément même en l'ouvrant, ça ferait la job. On le met à stérilisation. Bonsoir. C'est des couteaux qui vont durer excessivement longtemps. Bien, c'est ce qu'on aime de toute façon, d'avoir des couteaux qui sont durables, qui peuvent justement nous suivre dans le temps. Pas d'en acheter 150, d'en avoir un, mais qui est vraiment bon. Puis qui reste aiguisable. En plus! Ça reste aiguisable. By the way, vous tombez en panne d'aiguisage sur le bord du chemin comme c'était arrivé en Anticosti. Hein? Couteau coupe-pu. N'oubliez pas Oui, ça m'est arrivé. entre une queue de rat et le rebord de votre fenêtre de pick-up, qui est comme un petit peu givré, il n'y a pas grande différence. On peut passer la lame, des lames de ces qualités-là, de ces aciers-là. J'ai appris ça. On va le passer sur le bord de la fenêtre du véhicule, carrément, comme on ferait avec une queue de rat. Et puis, whoop, on repart, ça recommence à couper. Maintenant, je le sais. Mais là, devine quoi? Il faut s'en aller à la pause. Déjà? OK. Là, au retour, on parle du rassemblement du 28 février prochain. Yes. Soyez là. Fidèle au rendez-vous. Cette émission est une présentation d'Écotourne Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. On a une grosse date importante qui s'en vient. Puis là, ben, ça va être un appel à tous parce qu'on a vraiment besoin que tout le monde se mobilise. Le 28 février. Samedi, le 28 février, à 10 h, devant le Parlement de Québec, c'est un cri du cœur de la population qu'on va dire presque marginale aux médias traditionnels. C'est-à-dire une population de propriétaires légitimes d'armes à feu grandissante. Beaucoup de non-propriétaires d'armes à feu qui se sont joints à tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est très simple. Les gens qui ont compris l'urgence d'agir réellement en matière de sécurité publique et qui ont compris que ce n'est pas en adressant le 1 responsable de la criminalité avec armes à feu au Canada et en ignorant le 99 qu'on connaît comme étant responsable, qu'on va en arriver à avoir l'esprit tranquille en envoyant nos enfants dans les rues. Ces gens-là se réunissent et veulent dire haut et fort à la population, n'acceptez pas qu'on vous passe encore une dépense de 2 milliards de dollars qu'on aurait pu mettre ailleurs, mais surtout qu'on est en train de mettre en commettant un des pires blasphèmes qu'il n'y a pas, de dire à une population, je vais vous protéger, je vais renforcer nos efforts de sécurité publique en adressant 1 de la cause. Oui. Ce qui n'est pas une opinion, c'est pas une école de pensée, c'est un fait, ça se calcule avec une calculatrice, ce sont les chiffres que l'Institut de la statistique du Canada, du même gouvernement, nous donne. Et ça, on veut aller le crier haut et fort pour qu'il y ait un éveil collectif. C'est pas toujours ce qui est dans les médias traditionnels qui est vrai, c'est pas toujours ce que je dis qui est vrai, mais il faut vérifier, c'est sur ça. Il faut vérifier ce que je dis avant de s'y fier, mais il faut vérifier aussi ce que les gens disent avant de s'y fier. Et dans ce cas-ci, bien, l'Institut de la statistique du même gouvernement qui nous dit qu'on doit faire de la répression sur les propriétaires légitimes d'armes à feu
prouve que c'est pas du tout le cas. Non, effectivement. Puis, tu sais, moi, je veux que tu nous parles un peu de cette journée-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Il y a des autobus qui sont en branle. Il y a des autobus qui ne sont pas remplis aussi dans certains Absolument. secteurs. Et ça, pour moi, pour ma part, ça m'échappe. J'ai de la misère à comprendre pourquoi les gens souhaitent que ça change, mais ne se mobilisent pas. Si on organise des transports en autobus, vous le savez, ça a lieu devant le Parlement, donc la circulation risque d'être un petit peu plus difficile de ce côté-là. Les autobus vont être plus facilitants, vont vous permettre de pouvoir partir et arriver et repartir en toute sécurité sans aucun problème. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a été fait. Et il y a plusieurs marchands maintenant qui se sont joints. Je sais qu'il y en a du côté de Gatineau, il y en a à Saint-Anselme, il y en a également à Saint-Prosper, il y en a plusieurs qui ont organisé des autobus. Inscrivez-vous, soyez présents. Ça l'a largement dépassé le débat des armes à feu, ce qui se passe en ce moment. Je veux pas être cinglant, là, mais vous avez demandé à l'industrie, aux acteurs de l'industrie de faire quelque chose, de vous mettre des moyens en place pour vous exprimer. Hein? C'est ce qu'on fait. On met un moyen en place pour que vous vous regroupiez en nombre pour démontrer l'idéologie ou du moins la volonté d'un peuple de propriétaires légitimes d'armes à feu qui a compris le message d'une autre façon que ce que le gouvernement a voulu passer à la population, et on veut livrer ce message. Pour ça, vous devez être présent. Vous avez demandé. Là, c'est le temps d'agir. Pas comme spectateur, comme acteur. Voilà. Si vous cherchez sur Facebook regroupement 28 février, vous allez rapidement trouver l'événement. Et dans l'événement, bien, vous avez toujours l'événement puis discussion. Appuyez sur discussion. La première publication qui est épinglée dans le haut de la discussion, c'est la conversation qui vous donne les liens pour chacune des autobus qui partent de chacun des endroits. Gatineau, par exemple, il reste en masse de place dans l'autobus de Gatineau. Vous cliquez sur l'hyperlien de Gatineau, ça va vous amener à la page qui vous permet de contacter les gens de Gatineau pour réserver votre place dans l'autobus. Les autobus vont être dirigés rendu à Québec. Vous allez encore là sur la page du 28 février, l'événement du 28 février. Il y a un plan pour les chauffeurs d'autobus. Ça vous dit exactement par où faire arriver vos chauffeurs d'autobus pour qu'ils puissent débarquer les passagers, puis où est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre les passagers. Il y aura une escorte carrément avec des unités, des policiers, je ne me trompe pas, en motocyclette. Ça m'a même surpris de voir ça. Là. Donc, j'imagine qu'ils peuvent se déplacer à 106 l'année. C'est ce que j'ai cru lire. En tout cas, les policiers vont être là pour vous escorter et que tout ça, ça se fasse de manière la plus plaisante possible. Je vous rappelle que la police de la communauté urbaine de Québec collabore de manière hyper positive face à l'événement. C'est fou. Ils sont là pour nous. C'est important de suivre ce plan-là. C'est important d'aller voir cette publication-là pour vos moyens de vous mouvoir vers l'événement. Si vous ne prenez pas d'autobus, une très, très bonne idée, si vous ne prenez pas les transports en commun qui sont prévus dans les villes, bien, rendez-vous vers les centres d'achat ou autres grands stationnements et prenez les transports en commun de la Ville de Québec pour vous rendre jusqu'au Parlement. Ça va vous éviter de vous casser la tête avec les stationnements dans le secteur. Sur place, sécurité, médic. On a même commandé des toilettes chimiques pour vos autres questions. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un tour sur le long de la rambarde. Ça a des odeurs. On n'aime pas ça. C'est pas le genre de traces qu'on veut laisser. On va dire ça comme ça. Amenez vos lunchs. Amenez vos lunchs. Il va y avoir un DJ, un gros kit de son pour mettre de la musique, question de vous faire bouger. Plusieurs des personnalités que vous connaissez vont monter sur le stage pour aller vous parler. On va avoir des pancartes sur place. Bienvenue à vous de faire vos pancartes. Mais attention, pas de messages haineux. C'est pas ça, la ligne de communication. La ligne de communication, c'est de communiquer à la population nos inquiétudes sur la réelle intention du gouvernement en matière de sécurité publique dans la façon dont il a mis les lois en place et notre réquisition à faire de la vraie sécurité publique, à renforcer nos frontières, à renforcer nos unités policières. Ça, c'est ce qu'on s'en va lancer là-bas comme discours. C'était très complet. J'avais plein de questions. Finalement, j'en ai pas vraiment posé. C'était le discours à la nation. Mais ça va être une super belle journée qui va se dérouler de manière hyper positive. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut refléter comme image. Moi, je vais rajouter quelque chose. Pour ceux qui sont peut-être encore incertains ou qui ont l'impression que ça ne les touche pas, parce qu'il y en a plusieurs, que c'est ce qu'on reçoit comme commentaire, ça ne vous touche pas, bien, gang, oubliez pas une chose. Moi, je suis une mère de famille d'abord et avant tout. Moi, la sécurité dans nos rues, moi, ça m'inquiète. Et c'est pas parce que je suis juste une propriétaire légitime d'armes à feu. Je veux que nos enfants soient en sécurité. Je veux que mes enfants puissent grandir dans une ville, dans une province et dans un pays où est-ce que la sécurité est mise en avant-plan. Et c'est aussi ce qu'on s'en va faire le 28 février prochain. Donc, on compte sur vous autres, puis on espère que vous allez être présents. Soyez sur place. Et évidemment, on va diffuser en direct, en quelque part sur Facebook, probablement à partir de ma page professionnelle. Mais
Prenez pas ce raccourci-là. Soyez sur place. Vous pourrez dire « j'y étais ». Soyez là. Soyez dans ce que vous avez demandé, ce qui se passe. On a fait que ce soit possible. Maintenant, c'est à vous autres de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Puis vous déplacez le 28 février, samedi à 10h, devant le Parlement de Québec. Soyez là, gang. Parle-moi de ça. Là, ben, c'est le temps de la pause. Oui. C'est déjà le temps de la pause. On s'en va jaser justement d'armes. On s'en va jaser de Cadex, une entreprise québécoise. Nice. Très bonne suite. Parle-moi de ça. Fidèle au rendez-vous. Black and blue and in love with you. Vous êtes plusieurs à poser des questions à savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme arme pour pouvoir peut-être un peu se gâter. Hein? Quand ça fait quelques années qu'on chasse, on aime ça avoir des produits peut-être un petit peu plus haut de gamme. Bien, tu as trouvé la solution, puis en plus, c'est fabriqué chez nous. Oui, puis beaucoup posent des questions sur Cadex. Pas besoin d'aller outre-mer pour aller dans du haut de gamme qui va vraiment faire la job sur le terrain, puis qui n'est pas trop fancy. Là. On parle de rentrer ça dans le bois, là, quelque chose qui va toffer. Cadex Defense, c'est un joyau québécois, un fabricant québécois qui développe des armes comme ça ici. Grade militaire, donc des normes excessivement strictes au niveau des composantes. On va parler tantôt, entre autres, de leur système de détente qui est excessivement évolué. Ça s'appelle le DX2 Evo, d'ailleurs. Oui. Et ils ont décidé de répliquer le mécanisme que vous voyez ici, donc l'action, le CDX R7, qui est dans la Sheepdog, qui est une arme de précision avec laquelle j'adore tirer pour faire du tir sportif. Ils ont pris le mécanisme, l'action, puis ils ont tiré ça dans des châssis de chasse. La Carbine et la Sporter. Oui. Des armes qui vont au-delà de n'importe quelle norme qu'on peut retrouver dans l'industrie quand on parle de carabine de chasse. J'aime bien commencer par, on va dire, la crosse, le stock, nommez ça comme vous le voulez. Ça peut être anodin des fois. Mais là, ici, on a un recouvrement DLC qui est excessivement intéressant à manipuler. Donc, on a une bonne prise en main. Des insertions en caoutchouc aux endroits où est-ce qu'on en a besoin. Qu'on ait les mains mouillées ou qu'on soit mains nues ou qu'on soit avec des gros gants, on va avoir une bonne préhension. Tu vois que la courbe n'est pas pareille non plus. On a une bonne préhension sur l'arme. Un appui-joue qui est fait en néoprène. On a travaillé une plaque de lisse ou une plaque de couche à l'arrière, un butt plate, comme on appelle, qui est propre à Cadex. Donc, déjà, au départ, on a quelque chose qui est excessivement solide en prise en main. Maintenant, là où se joint l'action, le canon et mon châssis, eh bien, il y a des logs qu'on appelle, des logs d'insertion en avant et à l'arrière. Et ces logs-là, bien, on les a faits en aluminium dans ce cas-ci. L'aluminium, ça punche pas. Hein, ça déforme pas. Et c'est en même temps, ça fait un bedding carrément sur l'arme. Donc, on n'aura pas besoin par la suite pour améliorer la qualité de mon tir. Souvent, je vais aller avec une arme du marché chez l'armurier pour qu'il me fasse un bedding. Je veux vraiment une meilleure assise. Un canon qui est floating. Donc, je veux avoir quelque chose qui est très, très bien assis. Bien, ici, c'est déjà assis sur 2 logs en aluminium. Le recoil log aussi, qui est très bien placé, qui est placé de façon à ne pas puncher, ne pas corker. Donc, dans l'évolution de la vie de l'arme, ça modifie pas son tir, déjà excessivement bien conçu. On remarque qu'il y a un pontet qui est élargi, de façon à avoir amplement de place pour glisser son doigt sur la détente, qu'on ait un gant ou pas de gant. On va commencer le mécanisme au niveau de la détente. DX2 Evo, c'est le mécanisme de détente que Cadex utilise sur des châssis plus militaires comme ça. Un single shoe, double action, qui se vire en simple action en un claquement de doigts, ajustable de 1,5 à 5 livres. Ce sont des systèmes de détente qui ont été faits et calibrés pour tirer dans tous les sens. Et ça peut avoir l'air niaiseux, mais la gravité peut avoir un gros effet sur le tir. Et ici, il n'y a aucune différence que l'arme soit dans la position que tu voudras. C'est un grade militaire avec des normes militaires. Puis j'en profite pour dire, honnêtement, juste au niveau de la conception de cette détente-là, on était allé faire la visite de l'usine de Cadex et on a passé énormément de temps et c'était impressionnant de voir les étapes de vérification pour avoir la détente parfaite. Honnêtement, Cadex, là, ils font de la recherche et développement et ils s'assurent d'avoir le meilleur produit qui soit une fois qu'il est sur le marché. J'en ai une toute seule à la maison, là, un système de détente comme ça, là, le DX2 Evo, puis elle est dans un cadre. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Juste le système de mise à feu est le système de détente. On ne parle pas de mise à feu au complet, mais est déjà un chef-d'œuvre. Là-dessus, on a une action qui est légendaire. La CDX R7, une action qui est très, très, très bien faite, un gros bloc super intéressant qui cache
une culasse en stainless, Oui. 416, donc 4 logs. Une culasse qui est très intéressante, très ergonomique aussi. Donc vraiment, si on va à l'avant, 4 beaux gros logs très, très, très bien faits. Dans un métal que le temps n'ira pas altérer. Si moindrement vous entretenez, ne serait-ce que de l'assécher, mais ça ne viendra pas piquer là, comme les métaux peut-être de plus faible densité. On a sur le dessus un rail d'action. On a le choix entre un 20 MOA ou un 30 MOA. Ça, c'est l'inclinaison qui vient réduire le cône de visée au bout de tout ça. Couplé à un canon, là, on a le choix. Au niveau du canon, on peut avoir le canon de Cadex en tant que tel ou on peut avoir un canon Barkline. Ça dépend de qu'est-ce qu'on va choisir. Sur la Sporter, je vais avoir un canon qui est de type Sporter, comme ça. Donc, le choix du Cadex ou encore du Barkline, avec un muzzle brake, donc un frein de bouche qui a été fait. Mais vraiment, généralement, les freins de bouche sont faits sur les côtés, comme tu peux voir sur la carabine de tir qu'il y a là. Mais le mode chasseur, donc le type chasse, il y a de l'évacuation tout le tour. La raison pour laquelle on ne fait pas de l'évacuation tout le tour comme ça sur une carabine de tir, comme celle que tu as à côté de toi, c'est que si je fais des tirs couchés à plat ventre, bien, ça va m'envoyer du sable dans les yeux. Je ne veux pas virer aveugle, je veux juste tirer. C'est logique. Là, mais on peut se permettre une évacuation complète, donc on a une régularisation du recul qui est beaucoup plus efficace. Dans ce cas-ci, eh bien, on parle de la Sporter. Si on se déplace du côté de, oui, vous l'avez trouvé belle en tabarouette en la voyant. Bien, au coup d'œil, elle est étonnante, là. La carbine, ici, évidemment, on a un canon de type Sandero Light, si on le veut, donc un canon qui est tout en carbone. Oui. En fait, c'est un canon toujours en stainless, mais recouvert de carbone. Ce que ça fait, c'est que le carbone, c'est un très bon transporteur de chaleur, donc il va évacuer la chaleur plus rapidement. Donc, je vais avoir moins de pauses à faire si je fais, par exemple, des sessions au tir ou si j'ai à tirer plusieurs coups de fil, ça ne viendra pas modifier ma balistique parce que mon canon a chauffé, puis les propriétés du métal ont changé parce que la chaleur fait expandre le métal, le froid fait contracter le métal. Oui. Ça ne viendra pas changer le tir. On est dans 338, la poids Magnum ici, puis honnêtement, dans la conception de l'arme, c'est aussi plaisant à tirer, la 338 qu'il y a là, que la 308 que tu as devant toi, parce que l'arme de tir que tu as là est en 308, que la petite 308 ici. Il y a une différence dans l'épaule. Il y a une différence. Mais elle est vraiment pas marquée à ce point. Non, puis pour l'avoir testé moi-même, parce que souvent, bon, on va dire plus petit gabarit, on a une tendance à plus sentir le recul. Je vous le dis, c'est vraiment pas avec celle-là. Cette couleur-là vous fait triper. Il y a une tonne de couleurs comme ça disponibles chez Cadex. Ils font ce que vous voulez. Parlez-leur de Cerakote aussi. Ils peuvent faire un Cerakoting différent que ce qu'il y a dessus présentement. Vous pouvez aller jouer avec énormément d'accessorisation aussi sur vos Cadex. Un manufacturier québécois, un fleuron du Québec. Vous voulez des armes haut de gamme qui vont durer longtemps. Voici où investir vos sous pour vous gâter. Une Cadex dans le Carbine ou dans le Sporter. En Sporter. On appelle ça encourager local? Encourager local. Ça ressemble à ça. Et encourager vos passions. Mais là, faut que tu t'en ailles à la pause. Yes, au bord de la pause, on a un invité. Ça fait longtemps que je vais y parler, lui. Oui. Raoul, il vient nous présenter le Camo Box, mais j'en dis pas plus que ça. Ah, OK. Bon, Descend soyez du là, Nouveau-Brunswick, puis pour ça, lui. Ouais, péninsule acadienne. Ah, parle-moi de ça! J'aime ça. Fidèle au rendez-vous. Et là, on a de la belle visite en studio. Vous le voyez se promener avec sa caméra et ses micros dans tous les salons qu'il y a dans la province. En direct de la péninsule acadienne. Raoul Brideau, comment ça va, mon chum? Ça va très bien. Merci de m'accueillir dans ton studio. C'est vraiment un honneur pour moi de venir ici aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir parce que ça fait un bon bout que tu es dans le milieu. Plusieurs te connaissent. On te voit te promener dans les salons. Tu es un chasseur, pêcheur, mais tu es d'abord et avant tout un passionné de la faune. Puis, tu es sur le terrain avec les utilisateurs. T'entends ce qu'ils ont besoin, t'entends ce qu'ils vivent, tu vis des choses. La plus belle preuve de ta compréhension des problématiques du marché est devant nous aujourd'hui. Tu viens nous présenter ton invention, la Camo Box, la boîte ultime anti-ours pour les caméras. Dis-moi, d'abord, avant de parler du produit comme tel, où c'est que tu as commencé à avoir besoin de ça? Raoul Brideau, se fait-tu voler 50 caméras par année? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais, comme tout le monde, je mettais des caméras dans le bois, puis je les faisais briser. Oui. Soit par les ours ou ça peut être par des intempéries ou peu importe. Puis
Là, j'ai dit, Caroline, Nebine, tous ceux-là qui vendent des caméras, je me demandais comment ça fait qu'ils n'ont pas pensé de faire des boîtes à caméras pour protéger nos caméras. Il y en existe déjà sur le marché, mais c'était juste spécifique à une caméra, c'était pas pour toutes les autres. J'ai dit, j'aimerais ça faire de quoi qui fait pour toutes les caméras, qu'on peut rentrer toutes les sortes de caméras ou presque dedans. Fait que cette boîte-là, elle prend presque toutes les caméras. Fait que je trouvais que c'était Là, super. c'est une primeur. Alors, on la présente aujourd'hui. Oui. Tu l'as appelé le Camo Box. Camo Box pour caméra, Cam au box pour boîte à caméra. Boîte à caméra, exactement. En anglais, là, cam anglais. Explique-nous le produit. Là, dans le fond, on a un modèle de caméra dedans, mais tu me dis que ça peut faire pour n'importe quelle caméra qu'on peut venir mettre dans la fenêtre du haut ici. Là. Oui, sauf comme la 360, là, je l'ai essayé, elle rentre pas dedans parce qu'elle est trop haute. Ouais, de toute façon, 360, on va s'entendre, elle ne verra pas ses côtés par en arrière là-dedans. Là. Exact. Ça fait que j'ai pas mal... On a fait les tests avec plusieurs caméras de différentes compagnies, puis ils rentraient dedans. Le principe, c'est de mettre une caméra là qui va être protégée des ours ou des intempéries, parce que ça, c'est du métal épais, ça, là, dans le tamis, là. Oui. Métal épais, powder coaté. C'est pas une petite peinture à la canette, là. C'est powder coaté. Les pic-pics partout où est-ce qu'on en a besoin. La place pour la caméra. La caméra, tu as de l'ajustement, donc tu peux mettre la caméra que tu veux. Comment tu viens fixer ta caméra? C'est-tu juste avec la sangle qui est en arrière? Juste avec la sangle que vous mettez en arrière. Directement avec la sangle que tu as déjà après la caméra, dans le fond. Puis ta boîte, elle, après l'arbre, tu as fixé comment? Vous la fixez avec une cargo strap, qu'on appelle, une strap cargo, là, avec un crinqueur, là. Puis avec les mailles de chaîne qu'on a soudées chaque côté. OK. C'est sûr que... C'est pensant en tabarouette, là. Vous rentrez vos mailles de votre strap là, vous faites le tour de l'arbre, vous crinquez, puis... tu peux venir te garantir avec une vis? Une vis. Moi, je mets une vis... je peux mettre une vis aussi ici, vous voyez qu'il y a un trou. Fait que tu peux emmener un ratchet, mettons, ou une vis, puis tu le visses dans le bois. À ce moment-là, si quelqu'un essaie de le décoller avec ou la voler, il enlève ta cargo strap, il va avoir de la misère, je l'ai essayé. À moins de partir avec l'arbre. À moins de partir avec l'arbre, là, une bonne vis à bois, là, je te garantis que tu décolles pas avec ça. Tu as un ajustement aussi pour l'angle? Oui, pour l'angle. Parce que souvent, la caméra, l'arbre, vous savez qu'il est perpendiculaire, là, il est bien droit. On veut changer il l'angle penche un peu. pas. Oui, c'est ça. Ça fait qu'avec ce site, vous pouvez ajuster vers l'arbre, là, avec les écrous papillons. Vous pouvez reculer le petit morceau de fer, puis à ce moment-là, vous donnez un angle à votre boîte vers l'avant. Puis vous allez sûrement essayer comme des essais avec votre caméra là, cellulaire. Puis, parce que moi, j'en fais tout le temps avant de décoller. J'essaye mes caméras, voir quoi ce que ça donne. Si je filme dans le tas de pommes ou au côté, ça fait que, c'est ça. Tu fais des essais, puis ensuite de ça... Tu as même des canaux pour venir passer tes fils de manière sécurisée à la base de ta fenêtre, de la fenêtre du haut. Donc, très, très bien pensé de ce côté-là. On a laissé l'antenne sortir par l'avant et non pas sur le dessus parce qu'on veut pas trop d'accès pour l'eau non plus parce que en même temps, c'est pour protéger la caméra des intempéries le plus possible. L'autre gros coup qui est super, super intéressant, c'est le compartiment en bas qui vient me permettre de mettre la batterie. Donc, c'est isolé, évidemment. Donc, on veut couvrir la batterie du froid le plus possible pour en garder l'autonomie. Donc, boîtier pour ta batterie en dessous. Oui. Qui prend les grosseurs standards de batterie. 12 volts, 6 volts, au lithium, pas au lithium, vous le rentrez de là-dedans, ça fit, il n'y a pas de problème. Puis là, mettons que je voudrais me mettre un panneau solaire après ça. C'est-tu facile pour quelqu'un de dire on vient percer en arrière pour passer le fil? Oui, vous pouvez percer n'importe où ce que vous voulez ou simplement le passer sur le côté de la boîte puis venir le plugger en dessous. C'est comme vous Parce qu'il y a les passe-fils déjà à la base de la caméra, donc on pourrait utiliser les passe-fils à la base de la caméra. Fait que là, ma batterie est protégée. Elle est isolée parce qu'on vient mettre le pad, donc elle n'endurera pas le froid directement. On sait que la batterie, en fonctionnant, dégage un petit peu de chaleur, donc ça va l'aider. On est protégé. Là, le prix, on le dévoile pas tout de suite, je pense? Non. On le dévoile pas tout de suite? OK. Non. Où est-ce que les gens vont pouvoir venir toucher à ça? Au salon chasse et pêche, camping et plein air et du bateau à Québec qui va y avoir lieu le 26, 27, 28, 29 de mars cette année. Oui. OK, en 2026. Puis on va être dans le kiosque d'ACP avec vous autres. Ah, ça tombe bien, on va se voir là-bas. Vous allez pouvoir venir la voir. Honnêtement, vous allez être très, très, très surpris du prix. Félicitations pour une belle invention qui va rendre service à beaucoup, beaucoup de monde. Venez voir Raoul dans notre kiosque, le kiosque Aventure Chasse-Pêche, au salon. Ça approche, là. Mois de mars, très, très, très bientôt. Raoul, un énorme merci. On s'en revoit, nous autres. On s'en va à la pause de l'autre bord. Vin Rétro Crianza Bodega de Vignon. On voit ça de l'autre bord de la pause. Pendant ce temps-là, moi, je suis venu regarder ça. Fidèle au rendez-vous.
On le sait à quel point, là, on est dans le bout de la saison où on est en train de finir de déguster nos viandes de gibier. Ça nous prend des bons vins pour aller avec ça. Mais là, tu m'amènes quelque chose, puis moi, juste le titre en gros, Reto. Qu'est-ce que c'est ça? Reto Crianza, Bodega Altanza. Je viens juste d'aller regarder Je sur mon sais, cellulaire. je t'ai vu, mais c'est correct. C'est quand même un nom assez complexe à retenir. Moi, j'ai juste dit Reto, tu vois, je m'en suis Bon, sauvée, on n'est moi. pas espagnol, hein, c'est normal. C'est un produit de l'Espagne. Bien là, si vous êtes plus connaissant, vous allez dire, on dit Rioja. Ça goûte la même patente. C'est le secret, ça goûte la même patente. Tempranillo, qui est le cépage classique du Rioja, littéralement. C'est aussi le raisin ou la vigne, si on le veut, qui réagit le mieux avec le terroir là-bas, OK. littéralement. Les Riojas sont de plus en plus populaires au Québec. Les Québécois ont appris à aimer les Riojas et une des particularités pour lesquelles les Québécois ont commencé à accueillir le Rioja, c'est quand les Espagnols ont commencé à utiliser étrangement les fûts de chêne français. Ah oui? Et c'est le cas du Reto. Le Reto Crianza utilise, et c'est ce qui est sa particularité. OK. Bon, d'un, il utilise, comme d'autres maisons, des fûts de chêne français pour la vinification de son vin. Donc, une fois la fermentation faite, tout ça, on les fait vieillir dans des fûts de chêne français. Mais dans leur cas, ce qu'ils font particulièrement, c'est qu'ils vont utiliser des fûts de chêne neufs, OK. de deuxième vin et de troisième vin. OK. Et ils vont alterner. Donc, chaque bouteille, il y a un peu de jus qui a passé dans des fûts de chêne neufs, des fûts de chêne de deuxième vin et des fûts de chêne de troisième vin. OK. On les laisse pas en contact trop longtemps avec un fût de chêne flambant neuf. Puis ça, c'est très simple à comprendre. Un fût de chêne, on doit le curer avant de faire vieillir un vin entièrement dedans. OK. Parce que le temps que le chêne se gorge de vin, puis qui arrête de garrocher juste du goût de chêne dans le vin, Oui. bien, ça y prend une coupe de passage de vin dedans. OK. Autrement, tu vas complètement anéantir le goût de ton vin, ça va goûter juste le chêne. Ça, les Québécois, pendant un bon bout de temps, on s'est fait bourrer la panse de ça. Des vins avec de l'essence de chêne puis de l'essence de vanille dedans. Littéralement. Ce qui simulait un peu ce que va donner un passage en fût de chêne bien fait. Cette espèce d'arôme de chêne et de subtilité de vanille, là. Quand c'est bien fait comme ça, là, on va chercher un Rioja. Quand tu as un Rioja, tu penses à quoi? Tu penses à des fruits un peu plus rouges, Oui. prunes, à la limite. oui. C'est ce qu'on va chercher dans le Barolo un peu, légèrement différent, plus en fraîcheur dans un Rioja. On va aller chercher dedans. Donc, de quoi qui est très, très, très intéressant au niveau des fruits, qui va être balancé, mais qui va t'apporter la note épicée qui est très intéressante, et le côté vanille épicée que va t'amener le fût de chêne, sans que ce soit les caltars d'essence qu'on nous mettait dans nos vins avant pour passer des vins aux Québécois qui répondaient à leurs besoins. Fût de chêne puis vanille, mais en essence. Là, c'est en vinification qu'on le fait. Et on le fait avec beaucoup de savoir parce qu'on arrive avec un vin qui, quand il est dans ta coupe, première des choses, rouge, rubis, là, comme c'est... Tu te dis, ouais, celle-là va tâcher, là, si tu l'échappes. C'est sûr et certain. Satisfaisant en bouche. C'est un vin qui est frais. OK. Donc, tu n'as pas l'impression d'avoir une bouche sèche Oui. après ta gorgée. Tu n'as pas un loup qui rentre comme ça. Les tanins sont soyeux. C'est le fun à boire. C'est intéressant. Il n'y a pas grand monde dans la visite que ça va fâcher. Même à la limite, les gens qui s'accordent moins avec le rouge, plus avec le blanc, vont bien l'accueillir à cause de ce côté frais-là qui est le fun, côté fruité qui est présent aussi. Super trippant à présenter. Il va pouvoir se conserver en cellier pendant un certain nombre d'années. OK. Question de pouvoir l'affiner. Il est très prêt à boire comme ça. Très, OK. très prêt à boire comme ça. 21,95 $, si je ne me trompe C'est pas, très dans ces respectable. eaux-là. Entre 21 et 24, là, je ne veux pas faire d'erreur. Mettez-vous entre 21 et 25 $ de budget là, pour un très, très bon Rioja. Évidemment, en importation privée du côté de Vignoble. Sur quoi on couche ça comme bouffe? N'importe quelle grillade, n'importe quelle viande grillée, des grillades, de la viande de bois, ça va très, très bien aller. Mais on ferait une laitue rehaussée avec de la Ouais. roquette, dépendamment de la vinaigrette que vous travaillez. Travaillez donc la vinaigrette avec un petit peu du vin, justement. Très bonne idée. Hein? Puis si vous avez des restes de ce type de vin-là, gardez-le pour faire ces sauces-là, pour déglacer vos viandes du lendemain ou quoi que ce soit. Il reste de la viande à fondue. Après avoir dégusté ça avec la fondue, vous allez vous déglacer un fond de poêlon le lendemain avec des oignons, des champignons. On va mettre les viandes à fondue là, qui restent là-dedans avec un petit peu de bouillon de fondu, un petit peu de ce vin-là. On va garocher du mozzarella là-dedans. On tranche la baguette de pain qui reste. On vient mettre crème sûre ou encore... J'ai faim, là. crème sûre ou encore un petit peu de trempette là, à l'ail qui restait de la veille sur les deux pains. On met les viandes à fondue entre les deux. Un peu de roquette là-dedans. Si madame est là, ça va encore mieux passer.
On sert ça sur l'heure du lunch. Ça va être excessivement bon. Vin parfait à donner en cadeau aussi. Et si vous le donnez à quelqu'un qui a un cellier, bien, avertissez-le. Vous pouvez garder facilement 5 ou 6 ans encore. Il va juste se parfaire encore. Disponible chez Vignon, mais à l'importation privée. J'adore ça, bravo. Honnêtement, tu as fait le tour de ce vin-là avec brio. D'ailleurs, vous allez voir ces vins-là en dégustation et en accord mets et vins à partir de cet été dans les différents reportages qu'on va faire parce qu'il va falloir qu'on fasse quelques recettes, toi puis moi. On n'aura pas le choix. Oui, on va s'amuser, monter des sauces, déglacer, faire des recettes avec, incorporer dans des vinaigrettes que vous voulez faire dans des marinades. Ben oui. Dans des marinades pour vos viandes. Quand on le boit pas au complet, c'est pas tout le monde qui boit une bouteille au complet. Ben non. La fois que vous la mettez au frigidaire, vous savez que vous allez l'oublier. Tant qu'à l'oublier, on incorpore ça dans une recette. That's it, ça fait très, très bien dans beaucoup, beaucoup de recettes. Même des desserts. Oh, ça, tu piques ma curiosité. Mais là, sais-tu quoi? Hein? C'est à la fin de l'émission. Déjà? Ben oui. Bon. Mais là, la semaine prochaine, il faut vraiment pas que vous manquiez ça. Parce que là, c'est le tour de la péninsule acadienne. Ah, ça, c'était le fun. Au Nouveau-Brunswick, pêche au bar rayé, c'est complètement fou. Puis c'est un Oui. reportage à ne pas manquer. On a vu tellement de choses. Honnêtement, 1 heure, c'est quasiment pas assez. Non, définitivement. Juste pour le tête à mort, vous voulez voir ça. Ah oui, vraiment. Juste pour ça. On se revoit la semaine prochaine. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui nous reste.